Hola les amigos. Alors, entre électricité sous forme continue et alternative, ça a souvent été un long débat qui a soulevé beaucoup de questions économiques d'ailleurs. Le fait est qu'on distribue l'électricité maintenant sous forme alternative dans nos maisons, mais certains moteurs ont quand même été conçus pour exploiter l'électricité sous forme continue, comme la plupart des éléments transportables d'ailleurs, les drones, les micro-robots, qui à chaque fois possèdent des batteries ou des piles pour pouvoir fonctionner, elles doivent bien exploiter l'électricité sous forme continue. C'est pas la seule utilisation qu'on fera, mais il est temps de voir ce qu'on peut faire avec un actionneur électrique qui exploite l'électricité sous forme continue. C'est parti. Et oui, c'est parti pour les moteurs à courant continu. Dans cette première vidéo sur le sujet, nous allons explorer les spécificités du plus connu d'entre eux, le moteur à collecteur balai. Ce moteur constitue à quelques détails près une application directe de cette célèbre et intrigante loi de Laplace, selon laquelle un courant baigné dans un champ magnétique générerait une force dans une direction perpendiculaire au plan contenant ce courant et ce champ magnétique. Considérons alors le montage basique suivant. Un conducteur électrique est tiré sous forme d'un cadre entre le pôle nord et le pôle sud d'un aimant permanent, entre lesquels il règne donc un champ magnétique B constant. Si ce conducteur est parcouru par un courant I, la branche amenant ce courant à droite occasionnera, en combinaison avec ce champ magnétique et conformément à la règle de la main droite, une force F dirigée vers le bas. Alors que la branche assurant le retour de ce courant occasionnera, en combinaison avec le champ magnétique, une force F dirigée vers le haut. Or, combinées au petit bras de levier R que présente la demi-largeur du cadre, ces deux forces contribueront à former un couple C qui fera tourner ce cadre grâce à la célèbre loi de Laplace donc. Alléluia, Mazel Tov, on tient notre moteur électrique, puisqu'on fait tourner cette bobine en forme de cadre. Minute papillon. Le couple permettant de faire tourner ce cadre dépend de la projection du bras de levier R sur son angle θ. D'où ce cosinus de θ qui est apparu dans l'expression de notre couple. Or, lorsque le cadre se tiendra à la verticale, θ vaudra alors 90 degrés, et les forces ne contribueront plus qu'à écarteler notre pauvre bobine sans plus la faire tourner. Le couple devient nul, ce qui se voit dans l'expression mathématique du couple par le fait que le cosinus d'un angle de 90 degrés vaut bien 0. Il semblerait que nous soyons coincés. Mais ce serait sans compter sur l'ingéniosité dont ont fait preuve nos aïeux sur le sujet. Et si on profitait de l'élan pris par le cadre pour rejoindre cette position verticale, et qu'à ce moment précis, on inversait le sens de circulation du courant? La règle de la main droite voudrait alors que les forces changent de direction, et grâce à l'inertie accumulée jusqu'à cette position verticale, on pourrait espérer que notre bobine continue sur sa lancée pour que les forces, inversées, prennent le relais et continuent à fournir un couple dans le même sens. Mais comment faire pour mettre cela en place avec une bobine qui n'a de cesse de tourner sur elle-même? C'est là que les collecteurs et les balais entrent enfin en jeu. Chaque extrémité de la bobine conductrice est reliée à une borne conductrice en demi-cercle appelée collecteur, qui frotte contre un bloc en graphite appelé balai, lui aussi conducteur, assurant ainsi le passage du courant électrique sans pour autant bloquer la rotation de la bobine. Ces collecteurs tourneront avec notre bobine alors que les balais resteront fixes avec leur polarité. Ainsi, le cadre commence avec une polarité donnée. Lorsqu'il arrive à cette fameuse position verticale fatidique, il n'est plus en contact avec aucune polarité pendant un très court instant. Mais l'inertie du mouvement suffit à le laisser rejoindre le balai suivant. Le courant parcourt la bobine dans l'autre sens, les forces changent également de direction et le couple peut être maintenu. On peut le dire, Alléluia, Mazel Tov. Une fois cette petite expérience menée, il est possible de l'optimiser. Pas question de se contenter d'une seule malheureuse bobine, on en utilisera plusieurs dizaines pour générer autant de couples par loi de Laplace à chaque fois. Tous les moteurs électriques, à courant continu ou alternatif, sont constitués d'une partie fixe, que l'on appellera le stator, et d'une partie mobile, que l'on appellera le rotor. Généralement, et bien que ce ne soit pas toujours le cas, le stator est également l'élément qui génère le champ magnétique, on l'appelle l'inducteur. Alors que le rotor est l'élément placé dans le champ magnétique qui en subira les effets, on l'appelle alors l'induit. Dans l'expérience que nous venons de mener, l'aimant permanent avec ses pôles nord et sud était bien un stator inducteur, alors que la bobine mise dans le champ magnétique constituait le rotor induit. Les moteurs à courant continu à collecteur balai sont généralement très reconnaissables, notamment par leur système très particulier de collecteur balai. Sur cette photo, on voit bien les collecteurs, lamelles conductrices connectées aux bobines en rotation, et les balais,
ces petits blocs de graphite sur lesquels les collecteurs vont venir frotter pour assurer le contact électrique. Si en général, tout est fait pour que ce frottement dissipe le minimum d'énergie, il s'agit pourtant bien là du plus gros point faible de ces moteurs, dont les balais s'usent très vite. En tant qu'automaticien, notre rôle consiste souvent à piloter ce genre d'actionneurs. Il faudrait pour cela avoir une idée de leur comportement physique. C'est pourquoi on en dresse généralement le schéma électrique. Le stator inducteur qui génère le champ magnétique peut être un aimant permanent, comme dans l'expérience proposée, auquel cas il n'y a aucun circuit électrique à dessiner, et le champ magnétique est toujours constant, très facile. Mais cela manque de contrôlabilité. Il n'est pas rare de préférer avoir recours à un électroaimant, un aimant activable par courant électrique à l'aide d'une bobine enroulée autour d'un élément magnétisable. Dans ce cas, on représentera alors le circuit électrique du stator comme une bobine. Le rotor induit est quant à lui constitué de fils, raison pour laquelle on représentera la résistance électrique RI de cet induit, mais on représente en général aussi une tension induite E dans ce bobinage. En effet, il s'agit là encore d'une petite blague de la physique électromagnétique découverte par Faraday. Lorsqu'un champ magnétique se déplace près d'un conducteur, il a tendance à y créer une tension induite proportionnelle à la rapidité de cette variation de flux et au nombre de spires N voyant cette variation de flux. Nos bobines mises en rotation au sein d'un champ magnétique n'échappent pas à ce drôle de phénomène et, puisqu'elles tournent, voient un champ magnétique qui serait comme en mouvement et une tension induite apparaît dans la bobine sans que cela ne soit spécialement voulu au départ. Ce modèle électrique nous permet de déduire quelques expressions physiques bien pratiques pour appréhender le comportement de ce type de moteur. Du côté du comportement électrique, une simple loi d'émail sur l'induit nous permet de retrouver l'équilibre entre les différentes tensions en jeu, et la loi de Faraday peut être adaptée pour nous apprendre que la tension induite sera d'autant plus importante que la vitesse de rotation du rotor sera élevée. D'un point de vue mécanique, on apprend également que le couple développé dépend du flux que peut créer le stator inducteur et du courant qui traverse le rotor induit. Par ailleurs, dérivé du célèbre travail mécanique égal à une force multipliée par un déplacement, la puissance mécanique utile développée se calculera comme le produit du couple par la vitesse de rotation. Mais cela commence à faire beaucoup de blabla et bien peu de pratique. Il est également important, voire primordial, de réaliser que l'inducteur et l'induit ne sont pas souvent câblés chacun avec sa petite source de tension bien à lui comme le suggère notre schéma électrique actuel, et plusieurs montages sont possibles. Tout d'abord, que se passe-t-il si l'on choisit effectivement de séparer l'alimentation de l'inducteur de celle de l'induit? On appelle cela un montage à excitation indépendante. Et pour en apprécier les effets utiles, il faut dresser ce que l'on appelle la caractéristique de ce moteur. Il s'agit d'un diagramme montrant en vis-à-vis les deux grandeurs physiques utiles qui nous intéressent dans ce moteur, son couple C et sa vitesse de rotation N. Dans le cas d'un montage à excitation indépendante, on constate que la vitesse de rotation N varie légèrement, mais pas beaucoup, avec la charge C. À cause des différentes pertes électriques et mécaniques du moteur, la vitesse de rotation N s'écartera donc un petit peu de sa vitesse à vide N0 au fur et à mesure que l'on augmente la charge C, le couple qu'on lui demande d'entraîner. Mais globalement, cette vitesse est assez stable. Et c'est l'un des éléments principaux que nous retiendrons de ce montage. Cela dit, si l'on peut avoir l'impression que scinder l'alimentation de l'induit de celle de l'inducteur peut nous éviter des soucis en laissant chaque partie se gérer indépendamment comme une grande, il n'en est rien, car ici, la loi de Faraday joue contre nous. En effet, pour ce type de moteur, il pourrait être extrêmement dangereux de couper l'alimentation de l'inducteur si l'induit, quant à lui, est toujours alimenté. En effet, la tension induite au sein de l'induit est proportionnelle à la variation de champ magnétique qu'il voit. Or, on peut difficilement occasionner une variation plus brusque qu'un arrêt soudain d'alimentation, ce qui aura pour effet de faire apparaître une surtension d'induit phénoménale et un emballement du rotor. C'est pour cette raison que l'on préfère généralement alimenter l'induit et l'inducteur avec la même source électrique et ainsi proposer un montage à excitation parallèle. Ce montage présentera les mêmes avantages au niveau de son fonctionnement mécanique, mais ne présente pas le risque que l'on coupe l'alimentation de l'inducteur sans couper celle de l'induit, puisqu'ils partagent la même alimentation électrique. On retiendra donc généralement que ces montages sont d'utilisation pour des applications à vitesse stable et où un faible couple est exigé. C'est par exemple le cas de la plupart des machines d'usinage comme les tours, les fraiseuses, les meuleuses ou les scieries par exemple. Il est également possible d'imaginer un montage pour lequel le bobinage de l'inducteur serait câblé en série avec le bobinage de l'induit.
Si ce montage met toujours en commun une alimentation électrique pour l'inducteur et l'induit, le comportement qui en résulte sera foncièrement différent puisque les bobinages ne se partagent plus une tension stable comme lorsqu'ils sont montés en parallèle, mais ils se partagent un courant qui, au démarrage, aura un effet décuplé sur le couple de la machine puisqu'il lance à la fois une variation de flux à l'inducteur et une variation de courant à l'induit. Ce comportement très dynamique au démarrage se voit d'ailleurs sur sa caractéristique qui expose un important couple aux vitesses de rotation quasiment nulles du démarrage, mais qui expose également une très forte variation de la vitesse de rotation obtenue avec la charge C. Ce montage sera donc surtout retenu pour les applications demandant un couple important, surtout au démarrage, et pour lesquelles ce manque de stabilité sur la vitesse de rotation ne constitue pas un handicap trop lourd. On peut penser aux engins de levage, aux organes moteurs à l'origine du déplacement de certains robots et autres. Le dernier montage résulte d'un bon compromis à la belge, puisque s'il est possible de réaliser un montage série et un montage parallèle, il est possible de scinder la bobine de l'inducteur en deux parties pour en disposer une en série avec l'induit et une autre en parallèle avec l'induit, tout en ayant également la possibilité de disposer la partie série avant ou après la partie parallèle. Il s'agit là de montages assez spécifiques qui, comme on peut s'en douter, combinent les avantages mais aussi les inconvénients des deux types de moteurs. Leur choix sera très souvent spécifique à une application et un besoin donné. Bonjour les amigos, petite apparition éclair en cette fin de vidéo sur les moteurs à courant continu à collecteur balai. Alors, c'est bien beau tout ce que je viens de vous dire, mais très généralement, quand vous avez un moteur dans les mains, il y a une plaque signalétique dessus, pour nous aider à voir comment se comporte ce moteur et de quel type il est. Généralement, c'est quand même assez réservé aux initiés, j'ai envie de dire. Il faut une certaine habitude pour pouvoir les déchiffrer. Donc ça vaut peut-être la peine qu'on en regarde une ensemble. Ici, je vous ai pris l'exemple d'une plaque signalétique de moteur à courant continu. C'est celle que vous retrouvez dans le document ressources sur les actionneurs électriques que j'ai mis sur Moodle. Et donc on a ici typiquement un moteur de la marque Leroy Sommer. C'est un fabricant de moteurs électriques français. Ça répond à la norme IEC, donc européenne sur l'électrotechnique. Très bien, et on nous dit d'emblée c'est un moteur à courant continu. Ça c'est chouette, on nous le dit pas toujours, parfois il faut chercher certains indices, là c'est bien, on nous l'a dit. On a ici le type des numéros de série, pas très intéressant, une masse de 249 kg quand même, un beau bébé. Et qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Des classes. Ah, l'indice d'étanchéité, ça peut quand même parfois être utile, si vous voulez utiliser votre moteur dans une centrale hydraulique, il vaut mieux avoir un bon indice d'étanchéité, sinon ça risque de pas être jojo. Et ensuite, ici, on a enfin ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les caractéristiques mécaniques et électriques de notre moteur. On voit ici par exemple torque, qui est le mot anglais pour couple. Okay, on le voit ici en newton-mètre, 301 newton-mètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même costaud comme couple. Ici, on a les différentes puissances et vitesses de rotation. 1 minute moins 1, c'est pour tour par minute. Un tour n'étant pas véritablement une unité, mais un truc par minute. Okay, on l'appelle généralement par minute. Et on a ici ensuite une partie plutôt électrique avec des volts et des ampères. Attention que tout ceci, vous voyez, vous est annoncé pour une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer et une température de 40 degrés. C'est pas que si soudainement vous montez avec votre moteur sur l'Everest ou que si vous allez dans un frigo ou dans une fournaise, votre moteur ne fonctionnera plus. Non, c'est juste que ces grandeurs physiques annoncées vont changer suivant certaines lois qui obéissent au tableau fourni par le fabricant ou suivant certaines astuces qu'on peut faire ensemble mais qui dépassent un peu le cadre de ce cours. Mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête. Tout ça est pour un cas spécifique de conditions atmosphériques, pression à une certaine altitude et température. Alors qu'est-ce qu'on a ensuite? On voit qu'on a trois régimes proposés, ok. Vitesse de rotation, puissance mécanique, et on voit ici qu'on a une partie électrique pour l'induit, ça va, celui qui subit le champ magnétique, c'est donc le rotor chez nous, et avec différentes tensions d'alimentation, et l'excitation, l'inducteur, ça va, c'est un autre nom qu'on lui donne généralement, field pour celui qui génère le field, c'est champ en anglais. Et donc ici, on a une alimentation pour ce qui peut générer le champ, le stator, l'aimant permanent éventuellement dans notre expérience, mais puisqu'ici, on peut l'alimenter avec une tension, c'est pas un aimant permanent, c'est un électroaimant. On peut l'alimenter électriquement pour le faire fonctionner. Ça va ? On va se guider à travers des questions très simples ici pour cette vidéo. Il y a plus de détails dans le document ressources mis à votre disposition sur Moodle et il y aura aussi des questions-réponses si vous voulez aller plus loin. Première question fondamentale à laquelle cette plaque signalétique peut répondre. Quel est le montage de ce moteur à courant continu? Est-ce qu'il est à excitation indépendante, série ou parallèle ou éventuellement composé? Ici,
très visiblement, j'ai deux alimentations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, tant pour l'induit que pour l'inducteur, l'excitation. Donc ici, clairement, on a pris le parti de prendre un moteur électrique à excitation complètement indépendante. On a alimenté la bobine du rotor avec une alimentation électrique et on a une autre alimentation électrique complètement séparée pour générer le champ magnétique sur le stator. Donc on est ici, suite à cet indice, sur une excitation indépendante, avec le risque d'emballement que cela comporte, puisque les deux sont séparés. Si en un coup on coupe l'élément qui génère le champ, donc l'inducteur, au stator, ça veut dire qu'on crée une grosse variation de flux visible par le rotor et il risque de s'emballer. Attention, très dangereux ce genre de montage. Mais pourquoi pas, si on met les sécurités derrière, c'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser, mais il faut avoir ça à l'œil. Et donc on est sur ce type de schéma équivalent. Ça va, la tension ici, UE pour tension sur, généralement c'est E pour excitation, tension sur l'excitation. La bobine de l'électroaimant qui génère le champ, ça c'est la partie inducteur, stator. Et sur la partie induit, on a donc ici une tension d'induit UI pour venir ici sur cette bobine du rotor qui va tourner. Comme c'est plein de fils, le fil c'est résistif, suivant la loi de Pouillet, ρ fois L sur S. Et on a donc la résistance du fil et la tension induite par effet Faraday, du fait qu'il y a un champ qui est en train de tourner autour de ce rotor qui crée une tension induite sur le conducteur. Voilà de quoi c'est constitué. Alors du coup, quelle allure a ces caractéristiques? Tout ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est rechercher ce qu'on a vu ensemble. Aïe. Et on sait donc qu'on a ici notre caractéristique, c'est-à-dire le couple, la force rotationnelle, le bras de levier que peut fournir ce moteur pour faire tourner une charge à une certaine vitesse n en tours par minute, qui a plutôt cette allure-ci, quelque chose d'assez raide. C'est un petit peu penché comme ceci, ça veut dire que ce n'est pas parfaitement vertical, parce que au plus je demande de charge, au plus ma vitesse va chuter à cause des imperfections électriques et mécaniques de mon moteur. Mais malgré tout, c'est quand même quelque chose d'assez raide, et ça veut dire que la vitesse ici, même si la charge change, il ne faut pas aller trop haut, parce que si on va trop haut, on a vraiment fort changé la vitesse, mais c'est quelque chose d'assez stable, pourquoi pas. Et enfin, quelque chose de vraiment primordial, dans quel type d'application, enfin pas dans quel type d'application, mais dans quelle plage je peux utiliser raisonnablement ce moteur, quel est son point de fonctionnement nominal, c'est-à-dire pour quel fonctionnement a-t-il été prévu. Vous voyez ici, nominal rate, ok, le ratio, donc ici, pourquoi on a prévu ça en conditions normales. Et bien ici, donc ce point nominal, le point pour lequel on a été prévu, on peut aller légèrement au-dessus, mais pas trop, et certainement un petit peu en dessous, on nous garantit un couple de 301 Nm. Oups. Et à ce couple de 301 Nm, on nous dit ici que suivant les tensions d'alimentation, donc ici visiblement je peux venir d'une tension d'alimentation sur l'induit allant de 44 volts à 440 volts, ça va. Et je peux ici du coup venir grappiller une puissance qui vaudrait, utilisons notre loi physique pour voir si on retombe sur la puissance annoncée par la fiche signalétique, une puissance qui vaut le couple fois la vitesse de rotation oméga. Oméga c'est les radians par seconde, alors que n c'est les tours par minute, il y a une petite conversion à faire. Si vous faites ce calcul, 301 Nm fois les 1150 tours par minute, mais un tour c'est 2 pi radians, ça va, et une minute c'est 60 secondes, en ayant fait cette petite conversion, pouf, je tombe sur 36 247 watts, soit à peu près 36 kW. Ah, 36 kW, on est plutôt dans le bon, on est content, ça va. Vous remarquerez d'ailleurs ici que on a ces deux points de fonctionnement, je dirais l'un à tension pleine et l'autre à dixième de tension, alors que l'induit ici n'a pas changé, mais l'inducteur n'a pas changé, pardon, mais vous pouvez aussi atteindre un autre point de fonctionnement ici spécifique prévu pour le moment où vous aurez une tension éventuellement plus faible à l'inducteur, ça va. Ici, ceci, il faudrait voir avec le fabricant précisément ce que ça peut vous donner, mais puisqu'on parle ici d'une petite chute de tension, il pourrait peut-être s'agir du potentiel emballement que vous auriez au rotor, pardon, pour une même puissance et un même fonctionnement à l'induit. Vous voyez qu'ici, paf, si je chute à 240 volts, on nous garantit qu'on passera de 1150 à 1720 tours par minute. Le petit emballement dont on parlait. Ça va, mais à prendre avec des pincettes, ça il faut vraiment voir plus en détail sur la fiche technique qui nous donnera plus de détails encore que cette plaque signalétique. J'espère que ça vous aura aidé à voir un petit peu plus clair dans cet ensemble donné par la plaque signalétique. On en reverra encore d'autres pour les moteurs à courant alternatif, mais je crois que vous en avez assez eu pour ce type de moteur. Bye.